Écrire s'est imposé à moi comme une nécessité. Je suis quelqu'un qui aime écrire. J'écris tout et n'importe quoi. Écrire, pour moi, c'est comme le sang qui irrigue les veines d'une personne. C'est tellement naturel pour moi. Et dans ce cas précis, c'était comme une thérapie pour moi. Parce que j'ai quand même reçu des mots assassins, des mots que je qualifie d'assassins. Parce qu'on a tout fait pour s'aimer, pour créer un climat de terreur, de haine incommensurable contre moi. C'était grave, c'était très grave. J'aurais pu être victime de lynchage. Moi, j'étais à l'abri parce que j'étais isolé. Mais ma famille, mon fils, aurait pu être brûlé. Ça aurait pu arriver. Heureusement, le pire a été évité. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre? Pour me soigner de ces blessures. Parce qu'elles m'ont fait tellement mal que je les comparais à des balles de mitraillette. J'ai voulu partager mon expérience de patiente Covid-19 en relatant ma trajectoire à partir du moment où je fus découverte positive au coronavirus, mon processus de guérison, ma stigmatisation, etc. Mais de ce drame, il en est ressorti quelque chose de positif parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Il y a un pont qui s'est recréé entre des camarades de classe qui vivent partout en Hexagone, tout comme moi, que je n'avais pas espoir de retrouver sans cette maladie. Ils sont venus tous vers moi à travers les réseaux sociaux, à travers ma famille, pour me soutenir. Au-delà de ça, avec les médecins, j'ai créé des liens de fraternité et aujourd'hui, je peux dire qu'ils font partie de mon cercle d'amis de façon intégrante. À partir du moment, parce que le souci, c'est que c'est plusieurs médias qui ont pris le relais. Mon premier diffamateur, ayant véhiculé que j'avais volontairement ramené la Covid au Mali, me sachant infecté parce qu'ayant été positif en France. Un second s'est arrogé le plein droit d'aller sur ma page Facebook pour carrément trier les photos qui lui plaisaient de moi en faisant un montage vidéo au cours duquel il faisait défiler mes photos et mettant en grand, comme vous le voyez, je pense, selon nos informations, c'est cette dame qui a été testée, qui a été positive au coronavirus. Tous qui ont été en contact avec elle doivent se déclarer aux autorités sanitaires. Et en bas, il met la première femme testée positive qui est rentrée récemment au Mali. Voilà, donc le titre est assez révélateur. Et son post a fait plus de 400 000 vues. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Plus de 3000 partages avec des invectives, des manquements, des injures. On me traitait de tous les noms d'oiseaux. Évidemment, tout le monde se connaît au Mali. Comme on dit, Bamako est grand et petit. Et à partir du moment où c'est mon visage qui était affiché, forcément, ma famille était impliquée.
Et cette descente aux enfers, cette stigmatisation, moi, je peux dire que ma famille en a pâti plus que moi. Parce que comme je le dis, j'étais à l'abri et je ne voyais pas tous les commentaires. C'est vrai que la vidéo incriminante, dès que je suis rentré à l'hôpital, je l'ai vue. Et ma première réaction, ma première réaction a été celle-ci. Je me suis dit, j'en ai rigolé. Rigolé de douleur. Parce qu'il y a des sourires qui ne veulent pas dire, qui ne traduisent pas la joie. Et ce n'était pas de la joie, ça c'est sûr. Je me suis dit, Dieu, je te demande une seule chose, c'est de faire en sorte que je m'en sorte de cette pandémie. Ensuite, cette histoire, je vais la régler avec ce colporteur de mensonges. C'est ce que je me suis dit et Dieu m'a écouté. Ma famille, je dis alhamdoulilah, ma famille en a souffert. Pourquoi en faire? Ça a été l'enfer pour eux. Mon frère qui travaille à l'aéroport Modibo International, Modibo Keïta, s'est vu confiné alors qu'il ne m'avait même pas rencontré. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Mali, moi, en tant que personne mature et responsable, il y avait eu des consignes de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui n'interdisaient pas à l'époque aux voyageurs de se déplacer. Par contre, ceux qui priorisaient, qui nous recommandaient, c'était qu'on s'isole tout seul, qu'on se mette en quarantaine. Et moi, c'est la décision que j'avais prise. Dès que j'ai quitté l'aéroport, j'ai enfreint toutes mes vieilles habitudes. Habituellement, quand je quitte l'aéroport, ma famille est à 15 km, à Badalasséma. Mon premier arrêt se passe là-bas, bien que feu mon père n'y soit plus et que ma mère vive avec nous en France. Ma petite sœur vit à la maison avec 2 de ses enfants. Je fais donc une escale, on discute, je progresse chez mon autre sœur qui habite vers Yilimadjo, le stade du 26 mars. Je m'arrête, je dîne, après ça, je rentre chez moi. Mais là, j'ai zappé tout le monde, je suis rentré chez moi. Ce qui fait qu'au bout de 3 jours, mes sœurs ne me voyant pas, m'ont appelé, Salamata. Elle me dit, mais Ina, quand est-ce que tu penses nous voir? J'ai dit, non, pas maintenant. Je me suis mise en quarantaine de moi-même. Elle en a rigolé. Elle dit, mais pourquoi tu as peur? Tu n'as rien. Je dis, non, Sali, on ne sait jamais. Et à l'époque, je n'avais pas mes symptômes. Hein. Les symptômes n'avaient pas commencé. J'ai dit, on ne sait jamais. C'est par mesure de prudence que je reste à l'écart. C'est comme si Dieu m'avait guidé dans tous mes actes. C'est terrible. Mais en fait, j'ai une intuition très forte. Et donc, personne ne m'a vu, ma famille proche. Et donc, même mes voisins, quand je rentrais pour aller à mes consultations, que je sortais, je restais dans la voiture, je les saluais au loin comme ça. Mais je les ai appelés au téléphone dès mon arrivée pour leur expliquer la situation. Je leur disais que, en raison de la pandémie, des recommandations, que je passerais les voir après la 14e. L'enfer, comme je l'ai dit, ma famille l'a vécu. Ils ont été stigmatisés, mon grand frère. Ma petite sœur, Salamata, a été bannie de la mosquée. En fait, on lui avait fait remonter l'information qu'il ne fallait pas qu'elle s'y rende, sauf que la personne ne lui avait pas dit. Ce qui fait qu'aux heures de prière, comme elle n'était pas bien à l'époque, elle était malade, des problèmes de santé. Autrement, nous-mêmes, on lui avait dit d'éviter les mosquées aussi, ce qu'elle n'écoutait pas. Et l'heure à laquelle, puisque les heures de prière sont connues, dès qu'elle sortait de la maison, la rue était vide. Elle ne rencontrait pas une âme qui vive, mais elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Jusqu'au jour où, évidemment, elle a pris vraiment la gravité de la situation. Dès que quelqu'un sortait de ma famille, les portes de Badala, en général, on est comme ça, on se fait face. Dès que quelqu'un sortait de ma famille, la famille voisine, les portes se refermaient systématiquement. Et pire, j'ai un jeune à la maison, à mon arrivée, que j'avais mandaté de me chercher des masques et des gants. Dès que je suis arrivé à Bamako, parce qu'ils étaient en pénurie en France à l'époque, ils disaient même aux gens que le masque ne servait à rien, parce qu'ils n'en avaient pas en fait. Et donc moi, j'ai fait de ça une priorité avant tout acte. Le jour où je suis venu, je pense que le lendemain, il m'a amené des masques. Et les gens
sachant, parce qu'il y a un voisin qui l'avait vu avec beaucoup de maths. Ah, tiens, Bourama, tu as acheté tout ça. C'est pour qui? C'est Ina qui est arrivée et donc elle m'a dit de lui acheter. Ah d'accord, tu lui diras mon bonjour. Et à partir du moment donc où mes photos, où on a su que c'était moi, eh bien, la rumeur s'était propagée comme quoi ce dernier m'avait... Et dès qu'il approchait, dès que les gens le voyaient, il fuyait. Mais quand je vous dis fuir, il fuyait. Ma soeur qui ravitaillait ses voisins à Girimadjo en eau potable gratuitement depuis des années a vu pareil sa maison désertée, ses enfants stigmatisés. Les autres enfants leur disaient ne les approchez pas, leur tante a le coronavirus. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Ça aurait été pas responsable de ne pas aller jusqu'au bout de mes actions. Ce genre de comportement doit être dénoncé. Il faut que les gens, il faut qu'il y ait un sursaut national contre ce genre de comportement. Que les gens acceptent de déposer plainte. Parce que ce sont des médias qui sont à la dérive complète. Je ne sais même pas avec quel objectif. Il n'y en a pas, si ce n'est que la méchanceté. Autrement, que si ce n'est que la haine, comment tu peux diffamer quelqu'un dont tu ne sais rien, d'une histoire dont tu ne connais rien? C'est juste, j'ai pas de mots. J'ai usé effectivement de mes droits parce que je me dis que de la même façon qu'on a des devoirs, on a aussi des droits. Et dans mon cas, j'ai intenté des procédures judiciaires, effectivement. En première instance, ils ont été condamnés, ils ont fait appel, on les a innocentés en cour d'appel. Je me suis retrouvé dans une situation de désarroi total face à ce verdict, comme je le dis dans le livre. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment des gens ayant connu leur forfaiture au départ, parce qu'on a fait quand même 1 mois de tractation, parce qu'ils voulaient une procédure à l'amiable, ils voulaient que je n'aille pas à l'étape judiciaire, qu'on règle les choses, ils avaient promis de faire un démenti public sur plusieurs chaînes, de se rendre chez moi pour me présenter leurs excuses, comme ça se fait en termes maliennes, comme signe d'apaisement. Au départ, j'avoue que je ne voulais pas. Mais au bout d'une semaine, je me suis dit, OK. Mais je me suis dit, il n'y a pas de souci, la vérité, ils vont la dire. Mais ce sera ma vérité. Ce ne sera pas leur vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient, comment dirais-je, évoqué comme thèse, je les contredisais et je leur demandais de dire à leur auditoire qu'ils s'étaient trompés, que c'était fou. Voyant quand même que j'essayais de les pousser dans le retranchement, ils ont fait volte-face en disant que tous les points que j'abordais explicitement ne pouvaient être dits par eux, que sinon ce serait comme se tirer une balle dans leur tête. Voilà, donc à partir d'1 mois de négociation, je me suis dit stop, moi on me fait poireauter depuis 1 mois, peut-être que c'est pour jouer sur le délai de plainte, parce qu'un délai pour diffamation, c'est 3 mois, au-delà de 3 mois, tu ne peux plus. J'ai pensé à ça et là je me suis dit allez, à mon conseil, c'est bon, j'y vais. Donc, ils ont fait par quel miracle, je le dis dans mon livre, dans la mesure où ils ont reconnu eux-mêmes leur faute au début, qu'ils ont demandé une procédure amiable que je n'avais pas refusée au départ, mais comprenant qu'ils se jouaient de moi, j'avais finalement rejeté. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, je continue à user de mes droits de citoyen. J'ai fait un pourvoi en cassation, on est en Cour suprême, et donc j'attends de voir la suite. Parce que je me dis quand même que la diffamation, elle est publique. C'est du factuel. Elle est encore sur des vidéos actives qui ont été relayées à travers et le Mali et l'Hexagone.
écoutez, je l'ai vu parce que le 11 septembre 2020, quand j'ai voulu participer à un débat, il y a un internaute qui m'a dit, je ne sais même plus ce qu'il m'a dit, c'est dans le livre. C'est toi qui nous as amené le coronavirus au Mali. Reste à ta place, genre quelque chose comme ça, la patrie ou la mort. Et j'ai su qui c'était. C'était un enfant de Badala. Mais je l'ai laissé à cause de Dieu, parce que je sais où il vit, j'aurais pu. Parce que ce qu'il a fait est très grave. Indépendamment de ça, il y a une fille, pareil, au cours d'un débat, qui lui a mis « Coronavirus aurait dû avoir raison de vous ». Oui, c'est là. Et son nom, je l'ai encore dans la tête. Je ne l'oublierai jamais. Elle se reconnaîtra. Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde. Parce que je n'ai pas un cœur qui connaît la haine. Donc, effectivement, ce n'est pas qu'une procédure. Parce que des images à moi ont été quand même détournées, ce qui n'aurait pas dû non plus arriver. Et c'est encore des procédures judiciaires en cours.